Qui s'en souvient? Au début du XXe siècle, la France est un empire de 100 millions d'habitants sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'expansion coloniale de la France débute au XVIe siècle avec les voyages de Jacques Cartier au Canada. Puis vient le tour au XVIIe siècle de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Réunion, des comptoirs de commerce en Inde, du Sénégal et de la Louisiane. La France s'engage alors dans la traite des Noirs. L'histoire de la colonisation française se répartit à peu près sur 4 siècles d'histoire. Il y a une première et une seconde colonisation. Grosso modo, la première colonisation s'inscrit dans le temps des traites et de l'esclavage. C'est ces premiers comptoirs, aussi bien aux Antilles que des comptoirs marchands au Canada, qu'une présence sur les côtes africaines, qui vont constituer les premières présences outre-mer de la France. L'esclavage va enrichir des villes, énormément. Nantes, bien sûr, est la plus connue, mais aussi des villes comme Lorient, Bordeaux vont participer. C'est un commerce qui était très rentable. Et vous avez donc toute une série d'économies qui se greffent autour. L'esclavage n'est aboli qu'en 1794 par la Révolution française. Mais la traite des Noirs est rétablie par Napoléon. C'est la Deuxième République qui va définitivement abolir l'esclavage. Cette abolition est une abolition assez ambiguë, puisque en fait, les esclaves étaient obligés à avoir un contrat de travail avant d'être libres. Et ils devaient donc s'assurer qu'ils allaient travailler. Toutes les sociétés esclavagistes ont très peur de la fin de l'esclavage, parce qu'ils se disent, toutes les sociétés esclavagistes, c'est toujours, vous savez, au moins vous avez 2 tiers d'esclaves pour 1 tiers de colons. Tout d'un coup, ces 3/4 de personnes vont devenir libres. Et alors la peur, évidemment, ces gens vont devenir libres, ils vont venir nous égorger, ça va être le chaos social. Donc comment tenir la société? Donc on les oblige à travailler pour justement faire passer une société esclavagiste à une société coloniale. Et là, on entre, on peut dire, dans une seconde histoire qui avait déjà commencé avant. Dans les derniers mois de la Restauration, la France repart à la conquête d'un empire. Charles X, conscient de la faillite de son régime, tente de redorer son image en se lançant à la conquête de l'Algérie. Le roi prend prétexte d'un affront fait aux représentants français pour intervenir militairement. Charles X, quand il décide l'expédition à Alger, qui va être les prémices d'une certaine manière de la prise de contrôle de l'ensemble de l'Algérie, part sur un prétexte purement de politique intérieure. C'est le coup d'éventail, le fameux coup d'éventail en 1827, donné par le Dey d'Alger au consul général de France de Val, dans la mesure où le Dey d'Alger réclamait une somme que lui devaient les autorités françaises, et donc il avait convoqué le consul général et il lui avait donné ce coup d'éventail qui avait créé un grand émoi en France. On ne peut pas dire qu'il y a à ce moment-là vraiment une ambition de conquête de la totalité de l'Algérie. Et puis il y a la politique intérieure française. La politique intérieure française, puisque dans le fond les militaires français rêvent aussi de gloire, d'une gloire qui a disparu. Puisque depuis des défaites de Napoléon en 1815, l'armée française rêve de gloire, de conquête, de revanche, d'affirmation d'une supériorité militaire. D'un prétexte, d'une certaine manière, de politique intérieure, va démarrer une politique coloniale, une seconde politique coloniale de la France, qui va, au fur et à mesure des années, bâtir le second empire colonial au monde, et va, à la fois sous Napoléon III, mais également sous la Deuxième République, puis sous la Troisième République, constituer le second empire colonial au monde. Ce qui arrange le gouvernement de l'époque, c'est aussi d'envoyer son armée loin pour éviter que cette armée ne puisse interférer ou jouer sur la politique intérieure française, puisque le gouvernement français de l'époque était quand même en situation difficile. La conquête de l'Algérie ne permet pas de sauver le régime de Charles X. Ce dernier est bientôt remplacé par Louis-Philippe,
qui confie la poursuite de la conquête au maréchal Bugeaud. La conquête de l'Algérie est longue et sanglante. La conquête de l'Algérie va être très très longue parce que les Français arrivent, d'abord se heurtent à une résistance turque très importante. Donc, ensuite il y a la reddition du délit d'Alger le 5 juillet 1830. Mais la guerre de conquête va ensuite commencer. C'est-à-dire qu'une fois que les Français arrivent, ils ont l'impression d'avoir achevé, disons, cette conquête, mais en fait, tout reste à faire. Et là, la guerre commence ensuite, à partir notamment de 1832, lorsque se lève l'émir Abdelkader, et il va livrer une bataille contre la présence française, très très dure. L'Algérie ne sera définitivement conquise qu'après la reddition d'Abdelkader en 1847. L'année suivante, l'Algérie est découpée en 3 départements français. Cette guerre de conquête, elle va momentanément peut-être s'arrêter en 1847 avec la reddition de l'émir Abdelkader. C'est donc une véritable première guerre d'Algérie qui a lieu à ce moment-là. Mais elle ne va jamais véritablement cesser et se poursuivre pratiquement jusqu'en 1871, qui est la date de la dernière grande révolte algérienne contre la présence française, qui est la révolte de ce qu'on appelle les Mokrani, des frères Mokrani, la famille des Mokrani en Kabylie, et qui vont livrer la dernière grande bataille contre les troupes françaises. Vous voyez, c'est quand même une séquence historique très très longue, bien entendu, avec des pics dans la terreur, dans les razzias, les enfumades, la cruauté de la conquête et de la dépossession foncière, notamment sous Bugeaud, entre 1840 et 1845-46, où là, la guerre de conquête a été extrêmement violente. Après 1870, la France cherche à effacer l'humiliation de la défaite contre les Allemands à Sedan et la perte des provinces perdues d'Alsace-Lorraine. Il faut redorer le blason de son armée. La France conquiert Madagascar, l'Indochine, une partie de l'Afrique de l'Ouest et occupe la Tunisie puis le Maroc. La défaite de 70 induit l'impossibilité pour la France d'une vraie politique continentale. La France n'est plus une grande puissance européenne, elle est vaincue. Et le seul espace pour les républicains, qui ont besoin de légitimer aux yeux de l'opinion, comme aux yeux de la droite monarchiste et bonapartiste, qui sont capables d'amener une source de puissance à la nation, ont besoin de trouver de nouveaux territoires d'expression. Et ces territoires ne pouvant plus être en Europe, ils partent outre-mer pour se bâtir ce second empire colonial au monde, avec en même temps cette volonté triple. Premièrement, de dire qu'eux aussi apportent par ces territoires une richesse et une puissance à la France. Deuxièmement, c'est d'occuper nos militaires vaincus en leur donnant de nouvelles heures de gloire. Et troisièmement, c'est d'ouvrir un espace, d'une certaine manière, sur une forme de vision de nos valeurs universelles qui seraient portées par la République, cette fois-ci sur les 4 coins du monde. Avec derrière aussi une logique marchande, c'est-à-dire de satisfaire les milieux économiques qui, à l'époque, souhaitent bâtir sur cet empire des potentialités à la fois économiques, mais également d'échanges maritimes. Toutes les grandes puissances occidentales voulaient être des grandes puissances économiques comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était la plus grande puissance coloniale, donc le secret de l'économie, c'était le pouvoir colonial. Donc on ne pouvait pas concevoir une grande puissance sans colonie. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, l'Europe forte de la puissance engendrée par la révolution industrielle se lance dans une course de vitesse pour se partager les restes de l'Afrique et de l'Asie. Les Européens, Anglais et Français en tête, mais aussi Belges, Allemands, Hollandais, Portugais, dessinent les frontières de leur empire. Et puis comme les Français ne sont pas tout seuls, comme les Allemands arrivent, que les Italiens arrivent, que les Anglais sont toujours là, que les Portugais se vantent d'être les premiers occupants parce qu'eux ont découvert les côtes africaines depuis le XVe et le XVIe siècle, tout le monde est concurrentiel. Donc effectivement se passe ce qu'on a surnommé en France, parce que les historiens, il y a une trentaine d'années, ont surnommé la course au clocher, faisant référence probablement à un jeu villageois où on se mettait dans des sacs et c'était le premier qui était arrivé à l'église. Donc tout le monde veut son bout d'Afrique. La course aux colonies provoque de vives tensions entre Européens.
L'Afrique est le théâtre des rivalités entre l'Angleterre et la France, mais aussi avec l'Allemagne ou l'Italie, intervenues plus tardivement dans cette course aux colonies. Il y a pas mal de rencontres sérieuses, des heurts militaires. Les contacts entre les côtes africaines et l'Europe sont quand même lents, ça met bien 2 mois. En 2-3 mois, les militaires sur le terrain ont le temps de prendre pas mal d'initiatives. On frôle des guerres et les puissances européennes décident de se rencontrer pour éviter la guerre en Afrique. C'est donc une grande conférence internationale à l'initiative de Bismarck, et c'est pas un hasard puisqu'il est à la tête, c'est le chancelier de cette Allemagne qui vient de se constituer et qui veut un empire. Non, il n'en a pas du tout. La France est d'accord parce qu'elle est toujours concurrente avec la Grande-Bretagne. En 1885, la conférence de Berlin permet d'établir les règles de partage du continent africain entre Européens. Et puis, à la fin du siècle, dans les années 1883-85, vous avez également des entreprises dans la péninsule indo-chinoise qui sont accueillies de façon dubitative, d'ailleurs, par la majorité des membres du Parlement français, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour simplifier. Ils pensent que ce sont des aventures coloniales. Le gouvernement Jules Ferry va tomber justement sur l'affaire du Tonkin, parce que le Parlement ne veut pas voter des budgets militaires pour ce qu'il considère une aventure. Mais il n'empêche que ça commence de la même façon. Alors évidemment, si la France s'est intéressée à la péninsule chinoise, c'est que vous aviez le grand espace chinois d'un côté et puis l'Inde britannique de l'autre. La France devient ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, la deuxième puissance coloniale du monde. Au départ, toute colonisation est une forme de violence. Personne ne vous a invité. Aucun habitant de l'Algérie ou même de la Kanaki ou de l'Indochine n'avait invité les Français à venir s'installer. Donc il y a toujours un moment de force, il faut forcer toujours quelqu'un. Colonise jamais dans la paix. La colonisation est un acte de force. Il faut quand même jamais perdre de vue cette réalité. Alors c'est un acte de force qui s'accomplit le plus souvent par la guerre de conquête, hein, et donc par des techniques qui ont été expérimentées dès la conquête de l'Algérie et qui touche massivement ou ponctuellement les populations civiles. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce qu'on appelle la pacification, cet euphémisme pour dire en fait finalement les massacres, les déportations de population, les déplacements de population, dure toujours très longtemps. Aucune conquête ne sera simple. Celle de Madagascar dure assez longtemps. Elle est moins connue dans l'histoire, mais elle dure assez longtemps. Il y a beaucoup. Gallieni va vraiment vraiment diviser à la fois les populations et puis quand même massacrer les populations. L'Algérie, ça sera une conquête très longue. Le Maroc aussi, la Tunisie, l'Indochine. L'emploi aussi des dernières technologies de la guerre dans les conquêtes coloniales, c'est quand même intéressant de le voir. C'est qu'il y a toute une forme d'expérimentation en quelque sorte aussi, à la fois technologique et de l'art de la guerre, qui se produit pendant les conquêtes, coloniales. C'est aussi, si vous voulez, la colonisation n'est jamais une histoire pacifique. Même quand la pacification est terminée, il y a toujours des révoltes. C'est une histoire de révoltes sporadiques. On n'est jamais dans une histoire pacifiée, dans une société pacifiée. Il y a toujours, quelque part dans le territoire, un soulèvement, une jacquerie, des révoltes. Donc ce n'est jamais un moment de société apaisée. La société coloniale n'est jamais une société apaisée. Aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de censure sur la violence des conquêtes coloniales. Ce serait oublier une chose, c'est qu'il faut valoriser nos soldats. Et qu'à l'époque, on a besoin, après une défaite, de dire que nos soldats sont braves, que ce sont de grands stratèges et qu'ils sont capables, au-delà des mers, de gagner des victoires. Donc dire que ce serait facile, ce serait antinomique avec ce désir. Notamment ce désir, n'oublions pas, de la République.
de pacifier une armée qui n'est pas forcément très favorable aux républicains. Donc il y a une gloriole, d'un côté, qui souligne la sauvagerie des peuples qu'on rencontre, des combats âpres, y compris en Indochine. Il faut voir les descriptions qu'il y a dans la presse de l'OTI, par exemple, sur les combats et la violence de ces combats en Indochine, sur ces infâmes pirates noirs que nous combattons, sur ces populations valeureuses, mais aussi sur les célèbres Amazones du Dahomey. Donc la littérature de l'époque, les romans de l'époque, la grande presse, les couvertures du petit journal, l'ensemble de ces supports vont montrer une sauvagerie des combats, mais vous le voyez bien dans les couvertures du petit journal, féroces, pour valoriser nos soldats. Le 19e siècle est marqué par la diffusion de nombreux récits d'aventuriers se lançant à la découverte des terres dites inconnues qui fascinent l'opinion. Ils deviennent les héros d'une Europe à la recherche de grands espaces. On a eu toute cette période où des explorateurs travaillant sur la géographie, ramenant de la documentation sur les populations, bref, établissant, si vous voulez, et affinant en tout cas une carte du monde, un quadrillage spatial qui a permis une accumulation de connaissances, mais qui a aussi développé une énorme curiosité dans le grand public, qui se manifeste aussi par exemple par la production des romans d'aventure. Le roman d'aventure est un très bon signe de cet intérêt, de ce besoin de projection, en l'occurrence ici très souvent pacifique. Il y a, si vous voulez, à mon avis, cette préparation en quelque sorte culturelle et mentale de la colonisation qui est une des conditions, d'après moi, de possibilité de l'expansion coloniale. Ce qui est intéressant dans la colonisation, c'est qu'on a toujours affaire à des figures emblématiques, des sortes de piliers, je dirais, du schéma colonisateur, qui se retrouve dans toutes les puissances coloniales, mais avec plus ou moins d'importance. Il est évident que chez les Belges, par exemple, le missionnaire est la figure emblématique. On part pour faire, plus on coupe des mains généralement, plus on envoie des religieux pour justifier l'acte de colonisation. Dans le cas français, pratiquement toutes les figures emblématiques sont utilisées. C'est le triptyque, si vous voulez, les figures de la colonisation moderne, l'explorateur, le missionnaire et le militaire. Chez nous, les explorateurs sont plutôt des personnages à la René Caillé, je veux dire, qui, déguisés, traversent le Sahara, ouvrent Tombouctou. Je veux dire qu'il n'y a pas eu, comme dans la mythologie anglaise, au même moment, des grands explorateurs anglais, une mise en exergue de ce héros positif. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt seuls. Brazza, ces gens-là vont devenir tardivement des héros, je veux dire, de l'allégorie coloniale. Au début, ils ne sont pas mis en exergue comme on peut le voir par exemple dans la presse ou dans les grandes revues des sociétés de géographie anglaises. Ils sont moins valorisés que peut l'être le militaire. Pourquoi? Parce que nous, le militaire, très tôt avec l'Algérie, par exemple, mais aussi avec l'expédition d'Égypte, a supplanté l'explorateur civil. L'explorateur fait place au conquérant. La figure du pionnier est remplacée par celle du militaire. Les officiers, emmenant partout le drapeau tricolore, deviennent les symboles de la conquête coloniale. Le militaire est la figure dominante, avec toujours son supplétif africain. D'une certaine manière, les masses africaines sont déjà en train de suivre ces héros blancs. Bien sûr, par le général Bugeaud, par le général Gallieni, toutes ces grandes figures coloniales qui font vraiment partie à ce moment-là du panthéon national. Il faut bien s'imaginer ça, c'est que ces grandes figures de la conquête, ce sont vraiment des figures d'édification majeure dans la culture en France et notamment à l'école. Il arrive pour une mission de pacification. Tout de suite, le mot est là dans les têtes, c'est qu'il amène pour amener la liberté. Il vient là pour arriver à remplacer le roi Clay par un administrateur civil français qui va pouvoir mettre en valeur ces territoires. Il vient pour amener la paix enfin dans ces territoires. Il vient pour combattre un Samori ou le roi d'Abomey avec une manière en lui de dire que ce qu'il va porter sur cette sol, c'est de refaire rejaillir la vie. Le meilleur exemple, c'est ce combat permanent que vous allez retrouver dans beaucoup de documentaires de l'époque qui vont glorifier le fait que nous allons libérer les esclaves. Ça, c'est une thématique qui s'inscrit parfaitement dans la tradition républicaine, qui se met donc en prolongement de la Révolution, avec la première abolition, puis du 148, la seconde abolition, et d'une certaine manière, la Troisième République porte la troisième abolition, celle qui apporte la liberté au peuple esclave en Afrique. On l'oublie très souvent aujourd'hui, mais c'est un peu ces deux faces du glaive du soldat colonial. C'est que d'un côté, certes, le glaive est coupant, parce qu'il faut vaincre, mais de l'autre côté, c'est un glaive pacificateur, c'est une épée qui libère, c'est une épée qui vous fait, non pas citoyen, mais sujet de la République. Ces territoires conquis sont représentés comme des contrées où règne la sauvagerie. La colonisation est souvent présentée comme une mission civilisatrice dévolue à la France. C'est la civilisation qui marche contre la barbarie, disait Victor Hugo,
En 1885, Jules Ferry déclare « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Les massacres de milliers de personnes sont finalement des épiphénomènes, sont, on pourrait dire, des dommages collatéraux nécessaires, puisqu'il faut quand même, ce qui serait important, c'est la mission civilisatrice. La notion qu'elle a mieux partagée à l'époque, c'est bien que le blanc a une mission. Soit une mission de guide de ces populations-là, soit une mission de les emmener à la civilisation par différents procédés. Mais globalement, qu'est-ce que pense l'opinion publique à l'époque? C'est qu'il y a, au-delà des mers, ces peuples divers qu'il va falloir un moment amener à être civilisés, car ça reste des peuples enfants. C'est ça peut-être du passage du 19e au 20e, l'idée la mieux partagée en Occident. Ce sont des peuples enfants, et nous sommes des guides naturels de leur destin. Même s'il y a des débats sur le destin, sur la nature de ces enfants, il y a très peu de débats sur la notion de guide indispensable du blanc, et là ça dépasse le cadre français. Nous on va y rajouter cette notion de valeur universelle, d'amener notre modèle. Parce que nous, peut-être les Français, on est peut-être les seuls à avoir cru à ce qu'on a raconté. Et vous avez justement ces grands républicains, des gens qui sont vraiment des grandes figures de l'histoire républicaine française, comme Victor Hugo notamment, qui est quand même l'opposant à Napoléon III, l'opposant à la peine de mort, qui écrit ces romans qui sont extrêmement populaires, Les Misérables, et qui parle, oui, il faut aller coloniser. Ce sont des peuples barbares. C'est des images qui viennent chez les républicains. Je pense que ça, c'est très important, de voir justement que ces images n'ont pas été le fait de gens extrêmes. L'opposition au projet colonial, elle est très réduite avant 1914. Les anticolonistes, comme on disait à l'époque, appartiennent à des franges très minoritaires de la société française. Le Parti socialiste, n'est pas farouche opposant. Les socialistes, par exemple, veulent corriger les excès de la colonisation. Mais sur le bien fondé, sur les origines, les racines de l'histoire coloniale, ils ne se prononcent que très peu, dans la mesure où pour eux, il faut apporter les Lumières, l'instruction, le socialisme, la République aux indigènes. Une partie de la droite conservatrice estime que les conquêtes coloniales détournent la France de la revanche contre l'Allemagne. On nous a enlevé 2 enfants, vous nous offrez un domestique, dit-on à droite. Paradoxalement, d'ailleurs, la droite française a hésité sur la conquête coloniale, beaucoup plus que la gauche sur ce plan-là, puisque la préoccupation principale de la droite française dans ces années-là, c'était la reconquête de l'Alsace-Lorraine qui avait été perdue en 1870. Donc, plutôt que de regarder vers le sud, la droite française regardait davantage vers l'Est. Les seuls opposants, d'ailleurs, c'est étonnant à l'époque, ils ne s'opposent pas sur le principe de la colonisation. Ils s'opposent sur l'anachronisme d'abandonner l'Alsace-Lorraine et une politique continentale. Et c'est la droite. C'est la droite française à l'époque, monarchiste, bonapartiste notamment, mais surtout la droite nationaliste et monarchiste, qui disent « mais qu'allons-nous faire aux colonies ?» Comme disait, je crois c'est Déroulède, vous me donnez 20 esclaves et vous me prenez 2 nièces ou 2 sœurs, pour parler de l'Alsace-Lorraine. Eux sont plutôt opposés à cette politique de compensation d'une certaine manière. Aller aux Outre-mer pour oublier notre Alsace et notre Lorraine, aller aux Outre-mer pour oublier l'Allemagne qui nous a vaincus, c'est une erreur de stratégie politique. C'est marrant, mais les seules critiques ne sont pas des critiques morales. Ce sont des critiques de stratégie de politique internationale et étrangère. Vous avez quelques aussi groupes dans l'extrême gauche, surtout les anarchistes. Les anarchistes, dès le début, sont contre le colonialisme. Mais en fait, il y a, on pourrait dire, un consensus général en France autour de la nécessité d'un empire colonial. En bénissant nos 3 couleurs, et sous un soleil magnifique. La rébellion de ces gens est absolument injustifiée et illégitime.
parce qu'ils devraient accueillir la civilisation. Donc si elle est injustifiée et légitime, c'est que ces gens eux-mêmes ne comprennent pas les bienfaits de la mission qu'on leur apporte. Ils ne la comprennent pas parce que justement, ils n'ont pas le cerveau comme nous. La thèse scientifique reconnue en Occident à la fin du XIXe siècle, c'est l'inégalité congénitale des races, les blancs en haut, les noirs en bas, les jaunes à l'intermédiaire et ensuite tous les jeux possibles. Et ceci, ça va durer scientifiquement, je parle, dans le monde scientifique, jusque dans les années 1920. Sauf exception. Donc vous avez cette science des races qui va accompagner la colonisation. Il faut les dresser comme des enfants, parce qu'ils sont inférieurs. On dévalorisait par exemple les ruines d'Angkor. Il fut un temps où toute une école, certes pas de spécialistes, mais de vulgarisateurs, déniait au peuple cambodgien la capacité même d'avoir construit Angkor. C'est un débat qui paraît quand même très lointain. Alors certes, certains mettent les valeurs de la République en exergue, d'autres se lèvent. D'ailleurs, après le discours de Ferry, ce brave député d'Auvergne, du Cantal, dont j'ai oublié le nom, se lève et répond à Ferry « Mais vous osez dire cela, monsieur Ferry, dans le pays des droits de l'homme », en parlant de ce droit des races supérieures sur les races inférieures. Mais la majorité des républicains soutiennent la colonisation. La France doit faire progresser ces peuples décrits comme arriérés. L'objectif affiché, c'est l'assimilation de ces populations. La colonisation doit, à très long terme, permettre de faire de ces indigènes de vrais petits Français. L'opinion publique, quant à elle, reste encore peu concernée. Ce serait une erreur de penser qu'il n'y a pas eu des débats et forts. En même temps, ce serait aussi une erreur de penser que c'est le débat qui domine la scène politique française. Très peu de députés, par exemple, se sont fait élire sur des questions coloniales. Dans les professions de foi électorale, ce qui est quand même la chose qui compte quand on regarde un homme politique, on voit bien que les questions coloniales ne priment pas. Ça reste aussi très souvent des débats de spécialistes. Au Parlement, ce ne sont pas les débats qui opposent le plus la droite et la gauche. Les questions religieuses sont bien plus importantes à l'époque, la séparation de l'Église et de l'État, que la question coloniale. Elles restent quand même en périphérie, si vous préférez, des débats de la rue, par exemple. Je ne pense pas qu'au bistrot du coin, en 1890, dans un grand bistrot parisien, en prenant son café le matin, on ne prenait absolument pas un café le matin, mais autre chose, on se battait sur la politique coloniale de la France. Les Français moyens, à la fin du XIXe siècle, sont dans leur majorité acquis à l'idée coloniale, au rôle civilisateur de la France, à un racisme bon enfant qui fait que la notion d'hiérarchie des races est par exemple intériorisée par l'immense majorité des Français. Cette idée d'une hiérarchie des races est largement diffusée dans l'opinion publique à travers des stéréotypes et les représentations de l'indigène qui accentuent jusqu'à rendre inquiétantes les différences physiques. Les opinions sont relativement convaincues qu'au-delà des mers, c'est d'abord des sauvages. Certes avec des degrés divers. Il est évident qu'un pygmée, un zoulou, un aborigène australien, les populations bushmen sont plutôt considérées comme des races amenées à disparaître, ou les Fugiens, ou les Indiens Galibi de Guyane, que vous avez des races intermédiaires pas forcément brillantes, qu'on classerait plutôt dans le domaine de la sauvagerie, qui à peu près peuplent toute l'Afrique. Le nègre est en général bon enfant, hein, le sourire du nègre, évidemment. On voit surtout ses dents parce que sa peau est noire, donc ses yeux en boule de billard, c'est une chose que on a l'impression que seul le vieux cinéma américain parlait des Noirs aux yeux en boule de billard, mais non, on trouve ça dans la prose coloniale française également. Quand on voit l'article du Larousse, le Larousse qui part en 1980, de Pierre Larousse, grand humaniste, hein, eh bien, alors, le noir est à la fois décrit comme un grand enfant, avec des sens très développés, il a une ouïe très fine, regarde, il voit la panthère de très loin, il court très rapidement, mais il peut aussi avoir des colères terribles. Donc il est à la fois grand enfant et violent, un peu comme un enfant, justement. Il faut démontrer que l'Africain est quelqu'un qui est plutôt langoureux, flemmard, qui dort sous un arbre et qui jusqu'à maintenant a été habitué à cueillir les fruits plutôt qu'à planter. Parce que ça vous justifie le travail forcé. Vous n'avez plus besoin d'expliquer que le travail forcé est naturel. Une sorte d'étape indispensable entre l'état d'esclave et l'étape de travail salarié. Parce qu'il dort en permanence sous un arbre. C'était un petit négro, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Il
m'avait dit l'histoire de jolie dangeante dans une bouche toute noire. Alors les Kanaks, c'est le bas, ils sont très proches des singes chimpanzés. Après, vous avez les Tahitiens, alors là, ils sont beaux. Parce que justement, l'Empire français va classifier tout le monde. Le Martiniquais, le Guadeloupéen. L'arabe, lui, il est fourbe, mais il est intelligent. Parce que quand même, on reconnaît à l'arabe une certaine civilisation. Il y a eu les croisades, de toute façon, on ne peut pas quand même effacer l'histoire du monde musulman. Même lorsqu'ils sont vaincus, parce qu'après la reddition d'Abdelkader, les colonisateurs pensent que la conquête de l'Algérie est définitive. Les phases du centenaire de l'Algérie en 1930 montrent qu'on s'est installé dans le définitif. Mais même lorsque ces gens sont vaincus, il faut toujours s'en méfier. Il faut toujours s'en méfier parce que l'image, par exemple, du couteau associée à l'image de l'arabe est très, très forte dans une certaine presse. L'arabe est toujours compliqué, ou le kabyle. C'est-à-dire qu'il y a encore, arabe ou kabyle, dans la dialectique coloniale, il y a une différence. On fait venir, par exemple, en France, les Kabyles à partir de 1899-1905, c'est les premières vagues de migrants, donc vous voyez que ça remonte à très loin, mais pas les Arabes. Parce qu'on considère que les Kabyles peuvent s'adapter à la France et à notre pays, et être de bons travailleurs, bien meilleurs que les Polonais ou les Italiens, qui font grève dans nos usines et dans nos mines. Il est évident que le mort est toujours perçu comme un danger. Il peut toujours lever le glaive de l'islam contre nous. Pourquoi? Parce qu'il peut être fédéré par l'islam, donc il est potentiellement dangereux. Et puis c'est celui qui se révolte. On n'a pas oublié, là, si vous prenez les années 20, Abdelkrim, mais Abdelkader pour l'Algérie. C'est l'image du révolté. Et puis l'Indochinois, c'est celui dont on ne sait pas. Il est énigmatique. Et le fait qu'il soit énigmatique renvoie à la fois, certes, à une valeur d'exotisme, mais en même temps à une valeur d'inquiétude. L'Indochinois est fourbe. Il est fourbe, il est rusé. C'est quelqu'un en plus, alors qu'il y a évidemment tous les stéréotypes du visage impassible, mais ne vous y fiez pas, c'est quelqu'un d'extrêmement fourbe. Donc ça, c'est l'idée de la fourberie et de la ruse. C'est des gens qui, donc, sont comme ça devant vous, mais en fait, derrière, sont en train de comploter pour vous poignarder dans le dos. Et la littérature coloniale qui parle de l'Indochine est une littérature qui, justement, parle de tous ces gens qui sont comme des hypocrites. Ne vous fiez pas. L'Asiatique va être montré dangereux, ténébreux, mais en même temps travailleur. Donc on peut avoir chez lui, certes on ne peut pas lui faire confiance, mais si on le met au travail, il peut produire pour nous. D'où le fait qu'on l'appellera en 14-18, on les enverra pas au front, on les mettra dans les usines. L'image du Laotien, du Vietnamien et du Cambodgien n'est pas la même. Le Vietnamien est quand même plus dangereux, tout simplement parce que la conquête du Vietnam a été extrêmement dure pour l'armée française. C'est le péril jaune. On pense aujourd'hui que le péril islamique, comme on pourrait l'appeler, ou d'une certaine manière, était 1000 fois plus puissant sur le péril jaune. Et tout ça s'inscrit évidemment sur un contexte général de peur, puisque le XXe siècle s'ouvre comme un coup de tonnerre sur la défaite russe de Port Arthur face à l'armée japonaise. Et c'est pour la première fois dans l'histoire, une armée jaune, entre guillemets, a vaincu une armée blanche, entre guillemets. Vous avez ce célèbre capitaine d'Henry, qui écrit ce livre, Le Péril jaune. C'est quoi? C'est des officiers japonais qui lèvent les masses chinoises, indo-chinoises, pour venir envahir Paris. Donc c'est le grand succès populaire des années 1900 en termes de littérature. L'armée jaune arrivant jusqu'à Paris, défilant sur les Champs-Élysées avec de part et d'autre de la grande avenue des têtes de blancs donc décapités qui étaient exposées pour faire honneur à l'armée jaune.
loin. Suite et nuit des jours, c'est le carnaval. Et le printemps. Le thème de la sexualité est aussi particulièrement développé. Les femmes indigènes sont réputées voluptueuses et sensuelles. Elle est soit un objet de désir, la femme exotique, un désir trouble, un désir interdit, même un désir qui ne devrait pas se dire, mais que l'on met sur toutes les affiches de recrutement militaire, par exemple. En gros, allez aux colonies, vous aurez du soleil, des jolis pépés et une belle solde. On retrouve le même cliché pour la femme indochinoise que pour la femme arabe, que pour la femme noire. Et même, on a été jusqu'à dénuder, bon, c'est une chose connue, hein, les cartes postales des mauresques au sein nu, comme on disait à l'époque. On était jusqu'à dénuder des femmes pour les photographier. C'était souvent des femmes qu'on allait chercher dans les bordels, excusez-moi, des prostituées qu'on photographiait, donc nues, soit entièrement nues, soit la poitrine dénudée, pour les transformer ces photos en cartes postales et les envoyer à toutes les familles, enfin beaucoup de familles de France. La mauresque au sein nu fabriquée au Maghreb est une iconographie fantastique, puisque vous avez des millions d'adultes et d'enfants qui ont été persuadés que dans les rues d'Alger, de Rabat et de Tunis, des femmes au sein nu se promenaient et déambulaient dans les ruelles, ce qui est quand même fantastique pour un pays musulman. Donc les cartes postales sur les mauresques au sein nu, les dizaines de milliers de cartes postales ont fabriqué totalement cet imaginaire-là. Il y a des auteurs très, très sérieux qui ont théorisé là-dessus, qui ont essayé de prouver que finalement les femmes des pays colonisés étaient toutes des femmes faciles. Donc une femme que l'on peut cueillir, dont on peut se servir, dont on peut voir le corps dénudé, ce qui pour l'époque est fantastique. N'oublions pas l'époque dans laquelle on vit où les corps ne se dénudent pas, même sur les plages. Donc une femme qui est offerte aux Blancs. Et puis de l'autre côté, si vous voulez, ce qui n'est pas accessible à la femme colonisée, c'est l'image d'une mère bourgeoise. Les femmes africaines, il y a une description, alors par exemple justement toujours dans l'article du Larousse, elles ont les seins très très longs parce que comme ça elles peuvent les balancer par-dessus l'épaule pour faire téter leur bébé qu'elles attachent à leur dos. Donc elles ont un physique évidemment d'une laideur assez extraordinaire. Ce sont des personnes vraiment sans aucune émotion, c'est presque des animaux, donc une description extrêmement violente. Alors en même temps, elles savent danser. La chose va évoluer après du côté de la belle africaine. Vous savez, au XIXe siècle, c'est le moment où en Europe, toutes les femmes sont corsetées jusque-là, avec les gants comme ça. Et au contraire, là, on peut prendre des photos de femmes les seins nus. Et puis avec des petites jupes un peu. Alors on voit les jambes et tout. Alors du coup, ça permet la représentation d'une femme à moitié nue, dont évidemment ceux qu'on connaîtra en France, c'est Joséphine Baker, évidemment, mais là, dans les cartes postales, tout ce qui circule dans les films, circule cette image de ta très belle africaine. Image qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, donc les seins hauts, les seins fermes, voilà, bon, très, très grandes, très élancées. Les Indochinoises sont décrites à la fois comme des choses absolument très laides, notamment, vous savez, parce que les femmes se noircissaient les dents. Alors là, on les décrit comme des espèces de sorcières horribles. Et il y aura l'image de la petite tonkinoise, charmante, qui est douce, qui adore servir son maître. Donc, les deux images.
Et cette division de la femme colonisée est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui. Vous savez, regardez les publicités sur les femmes tahitiennes ou sur les femmes africaines. Il y a quelque chose de ces images qui reviennent, qui sont là, quoi, qui sont là dans l'imaginaire, qui sont là, on pourrait dire, dans l'archive et qu'on ressort quand on en a besoin. Il y a eu, à partir de la fin du XIXe siècle, des curiosités pour ces gens qu'on ne connaissait pas. Donc, signe des temps, ils ont été exposés dans des jardins d'acclimatation, dans les zoos. Qui est appelée à l'époque exposition anthropozoologique. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on présente des personnes, des exotiques, des populations exotiques, dans des espaces qui sont dédiés théoriquement, enfin normalement, jusque-là, aux animaux. Ça commence en 1877 avec le directeur du jardin zoologique d'acclimatation qui s'aperçoit tout à fait par hasard en 1876 qu'il a commandé des chameaux à Hagenbeck, qui était le plus grand distributeur et importateur d'animaux sauvages pour les zoos d'Europe. Il s'aperçoit que ce qui intéresse le public, c'est les chameaux certes, mais surtout les chameliers. Les chameliers sont fascinants, ils viennent d'Égypte et leur accoutrement suscite curiosité et enthousiasme. Et il a l'idée de demander à Hagenbeck de lui proposer une troupe qui soit une troupe humaine d'Africains qui soit présentée dans ce cadre animalier. Et en 1877, sans que c'est la première troupe de ce type qui est présentée dans le cadre du jardin zoologique d'acclimatation et qui va connaître un grand succès. Ces zoos humains véhiculent des stéréotypes racistes et imprègnent durablement l'imaginaire des Français. Ce phénomène du zoo humain, il va connaître un grand succès partout en Europe, y compris aux États-Unis, on en trouve au Japon. C'est un phénomène qui touche tout l'Occident colonisateur. Dans le même temps, foires et expositions coloniales se multiplient à travers toute la France. Quand vous n'avez pas la télé, vous avez 50 millions de visiteurs à l'Expo universelle de 1900 à Paris. Quand vous n'avez pas la télé, vous avez des millions de visiteurs à l'Expo de Marseille en 1906. C'est-à-dire qu'on va là-bas pour voir des sortes de dioramas vivants, de diaporamas vivants, de mise en scène de ces mondes exotiques. À travers ces moments, va se bâtir l'image de l'autre. En attendant, la République voit déjà une utilité à ces indigènes, préparer la revanche sur l'Allemagne. Comme disaient les militaires, nous avons un problème démographique par rapport à l'Allemagne, mais avec les Noirs, nous allons avoir une armée de plusieurs millions d'hommes. À la veille de la Première Guerre mondiale, c'est lorsque un officier supérieur, Mangin, dit qu'il faut utiliser les Noirs comme soldats. C'est l'apparition d'un livre du général Mangin qui s'appelle La Force Noire. La Force Noire est un livre qui est vraiment une exaltation de l'apport indigène, en l'occurrence africain, africain noir,
à l'armée française sur le thème la France est en déficit démographique face à l'Allemagne et on sait, c'est un livre de 1910, on sait que la guerre est quasi inéluctable, la guerre de revanche pour reconquérir l'Alsace-Lorraine. Il faut voir que des missions militaires avaient été envoyées avant-guerre dans toute l'Afrique et notamment avaient défini pour chaque population celles qui seraient potentiellement de bons soldats et celles qui ne le seraient pas. D'ailleurs, démarche tellement fascinante quand vous l'analysez, puisqu'elles seront utilisées comme telles. On calculera même le coût des soldes juste au niveau du prix des dots pour que les hommes puissent se marier avant de partir. Donc c'est vraiment de l'anthropologie militaire, d'une certaine manière. On sent, on pense que ces hommes pourront venir nous apporter leur secours. Maintenant, est-ce que sur le sol métropolitain, c'est quand même un autre débat. Vont-ils pouvoir être... D'abord, est-ce qu'on va pouvoir les amener? Est-ce qu'ils vont être d'accord pour venir? Vont-ils pouvoir résister aux conditions métropolitaines de combat, à la guerre moderne, comme on l'appelle déjà à l'époque? Là, il y a un débat. Et le premier grand choc que ressentent les Français, c'est le fameux défilé du 14 juillet 1913, où à l'époque, le 14 juillet, on faisait le défilé à Longchamp. Et c'est la première fois que toutes les troupes colonisés, donc y compris les Tonkinois, y compris les Maghrébins, les Noirs, ceux qu'on appelait les Sénégalais, qui n'étaient pas tous Sénégalais, défilent sous les yeux ébahis de la population. Et il y a véritablement là un succès, alors un succès qui est à base évidemment de paternalisme, qui n'est pas une retrouvaille sur la base d'une égalité totale entre colonisés et colonisateurs, c'est pas imaginable. Mais malgré tout, c'est une sorte de grand moment de popularité, d'affection, même pour ces braves soldats qui viennent défendre la mère patrie. Dès le déclenchement de la guerre, la France fait appel à ses troupes coloniales. Les troupes venues d'Afrique sont envoyées en première ligne. On voit bien que l'opinion est préparée. Donc cet imaginaire qui arrive, c'est quelque chose, acte normal, de venir libérer la nation. Et puis, c'est défilé dans toutes les rues de France. Les populations étaient au bord des chemins de fer et applaudissaient ces tirailleurs, ces combattants, ces spahis, ces goums qu'on voyait sur les trains, au-dessus des trains, traverser toute la France pour monter au front. Il y a une image assez épopée du Far West là-dedans. Il y a une image assez allégorique, où on a le sentiment que on n'a pas investi pour rien aux Outre-mer. Grâce à ces forces supplétives venant des quatre coins de l'Empire, nous allons peut-être pouvoir vaincre l'Allemagne. C'est la guerre de 14-18 qui donne à penser que l'Empire est nécessaire à la grandeur de la France. Pour d'abord, en termes de réservoir de soldats, parce que pour affronter l'Allemagne, c'est la première fois que la France fait appel à ce réservoir de troupes coloniales, donc ils vont servir dans les tranchées ou à l'arrière, comme travailleurs coloniaux, etc. Donc, tout d'un coup, la France découvre l'importance de son empire. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'à 14-18, il y a à peu près autant de travailleurs qui viennent que de combattants. Ce qui est très important parce que le travailleur n'est pas qu'au front. Il est confronté à la vie au quotidien, dans nos usines, dans nos mines, dans nos ports, à décharger des bateaux, dans les usines notamment avec les femmes, puisque les hommes sont au front. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il va y avoir à peu près un mouvement qui est l'un des plus importants du XXe siècle de flux de population d'1 million d'hommes. De tout l'Empire, on a un sentiment qu'il se lève en masse pour sauver la mère patrie. La réalité est un peu différente, nous le savons aujourd'hui, notamment les révoltes dans toute l'Afrique, et pas qu'en Afrique, au Vietnam, au Cambodge, au Laos. C'est-à-dire que le lever des troupes n'est pas aussi simple que ça. Le recrutement forcé a représenté plus de 50% à peu près des troupes en 14-18. Il y a eu d'énormes révoltes, dont les chiffres sont incroyables en termes de répression, peut-être même supérieurs aux morts au combat. Ce qu'on oublie un peu, mais les Français ne savent pas ça. Cette mobilisation des troupes de l'Empire entraîne les premiers contacts entre troupes coloniales et civiles de métropole. Il y a une rencontre, effectivement, pas toujours, bien entendu, hein, c'est pas idyllique, mais bon, vous avez la confraternité, les découvertes réciproques, parce que les Africains découvrent que tous les Blancs ne sont pas des commandants qui les font marcher quasiment au canon ou à la chicotte. Qu'il y a des guerres entre Blancs aussi. Enfin, il y a une ouverture, disons, politique et intellectuelle extrêmement importante de leur côté. Et puis du côté français, il se passe ce qui se passe dans toutes les guerres, avec des occupations d'étrangers. Il y a beaucoup d'idylles, il y a des mariages, ça a posé quelques problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire des métis, enfin... Parce que jusqu'alors, dans le système colonial, c'était inconcevable. Mais en métropole, on n'est plus dans le système colonial. Donc des jeunes femmes
française tombe amoureux d'Indochinois, tombe amoureux d'Africains, tombe amoureux de Maghrébins et demande à les épouser. L'état-major va commencer à prendre, parce que ce sont des militaires, n'oublions pas, des premières mesures de restriction, voire d'interdiction à cet effet. Cette évolution de l'image de ces indigènes venus au secours de la France permet de mettre en évidence la capacité assimilatrice de la République. Grâce à la colonisation, la France conduit ces peuples sauvages sur la route de la civilisation. Leur comportement au combat est salué par une importante propagande. Il y a Bombadania, c'est une affiche qui est créée pendant la Première Guerre mondiale, précisément, et qui reflète assez cette vision du noir inférieur mais gentil. Par exemple, moi, ce que je trouve fantastique à l'époque, c'est de découvrir ces dizaines de milliers de cartes postales où on inverse l'image du sauvage. Le noir n'est plus un sauvage sanguinaire. C'est fini. Sa sauvagerie même se positive. Au contraire, elle se met au service de la France. Et d'ailleurs, on le montre à côté de femmes blanches, des marraines de guerre, de petites filles blanches, pour montrer qu'il est en fait un grand enfant, mais capable de retourner sa sauvagerie naturelle contre plus sauvage que lui, le Boche. Et d'un seul coup, ce qui était une image négative, comme on en parlait tout à l'heure, un stéréotype négatif, devient un stéréotype très positif. Il est sauvage, un valeureux combattant, il va même couper l'oreille de l'ennemi, mais il va au combat pour l'honneur de la France, parce qu'il aime la mère patrie. Quelque part, il donne cette dette de sang qu'il a à notre égard. Nous lui avons apporté la civilisation, il nous rend au centuple, par son corps, par sa vie, par sa force, ce que nous lui avons apporté. Le Maghrébin est dangereux, fourbe. Il va falloir le surveiller en permanence, le contrôler. On ne peut pas avoir la même attente. N'oublions pas en plus que l'Allemagne joue cette image de l'islam pour tenter de rallier elle, vu qu'elle est alliée avec la Turquie, les populations maghrébines. Donc on a une double crainte, qu'ils se soulèvent et de l'autre côté, qu'ils aillent retrouver l'ennemi. Donc il va y avoir toujours une image plus ambiguë sur le Maghrébin, alors qu'on oublie très souvent que les Maghrébins au front seront parmi les régiments les plus décorés de la Première Guerre. Et puis il y a l'image du Vietnamien. Il y en a aussi un du Cambodgien. Elle est très ambiguë. Jusqu'en 1916, on n'appelle pas les troupes d'Indochine. On pense qu'elles ne seront pas utiles au front. Ironie de l'histoire avec Dien Bien Phu quelques années plus tard. Mais on pense qu'ils ne sont pas de valeureux combattants. Et donc d'ailleurs, quand on les fait venir, la plupart, d'où ce qui explique le faible taux de décès et de blessés au combat, ils ne vont même pas venir pour aller au front, à part quelques-uns. Ils vont essentiellement être utilisés dans les poudrières, ils vont être utilisés dans toutes les usines d'armement, ils vont même être utilisés pour peindre les hélices d'avion, parce qu'on pense qu'avec la laque, ils sont très très bons pour la peinture. Ce qui montre que tout le stéréotype construit va très loin, puisqu'il induit même une mode pratiquement, une façon d'utiliser l'autre dans sa fonction. À la fin de la guerre, Français et Britanniques étendent encore leur empire en se partageant les colonies de l'Allemagne vaincue. La France reçoit une partie du Togo et du Cameroun. Ces empires connaissent alors leur apogée. C'est peut-être là que va se construire, sans qu'on l'ait vraiment bien compris aujourd'hui, cette France du XXe siècle qui aujourd'hui fait tant débat, cette France de la diversité. Elle se construit certainement dans les tranchées de l'Est de la France. La France aurait très bien pu choisir à l'époque de ne pas appeler ses hommes, comme l'Angleterre. Elle l'a fait et je pense que c'est un tournant majeur pour le XXe siècle. C'est à la fois un tournant dans le système colonial, qui va prendre fin avec les indépendances, mais c'est aussi un tournant énorme, parce qu'on l'oublie souvent avec cette présence dans les usines, qui va faire naître le premier grand flux migratoire des Suds vers la métropole et qui ne va donc plus s'arrêter par la suite.